à tous ceux qui se joignent à nous pour cette conférence. Je vous souhaite la bienvenue. On a la chance aujourd'hui d'accueillir la nutritionniste et communicatrice Hélène Laurando. À la télé, bon, on la connaît très bien. Moi, je pense qu'elle se passe de présentation, mais je vais les faire quand même. À la télévision depuis plus de 30 ans, elle collabore aux émissions Ricardo, Tout est dans tout, et Marina sur les ondes de Radio-Canada. Elle a aussi travaillé notamment à Salut Bonjour, Cuisiner avec Jean Soulard. À la radio, présentement, on peut l'entendre à Plus on est de fou, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault sur la première chaîne de Radio-Canada. C'est une grande vulgarisatrice. Elle n'a pas son pareil pour inviter les gens à manger sainement, en toute simplicité, avec plaisir, sans culpabilité et toujours dans le bonheur de la bombance, je dirais ça comme ça. On est heureux de l'accueillir aujourd'hui pour une conférence exclusive. Elle va nous parler du syndrome du gros fruit ou comment bien manger sans se casser la tête. Est-ce que ça résume? Hélène, c'est à vous. Je vais m'installer ici, moi, comme ça, si j'ai des commentaires, des questions, une petite joke. Merci. Ah oui, vraiment, mon homonyme. Ravie de te rencontrer, ma belle. Merci d'être si nombreux en cette fin de si bel après-midi invitant. Bien là, vous avez eu la terrasse, donc vous pouvez rentrer un peu pour cette présentation que j'ai vraiment conçue pour cet événement de la Fondation L'Eau. Donc, merci beaucoup de cette belle invitation. Ici, bon, vous savez que c'est comme un peu ma deuxième maison. Je suis très à l'aise dans le lieu, mais aussi merci beaucoup à Béatrice, ma belle Béatrice d'amour qui est là, d'avoir pensé à m'offrir cette chance de venir vous rencontrer. Et quand je parlais avec Émilie et Élise, pendant qu'on préparait un peu ce qu'ils avaient en tête pour cet événement de l'Assemblée annuelle, je me suis mis à parler du syndrome du gros fruit, qui est une expression que j'ai comme inventée. Et elles ont dit, on aime ça, ça ferait un bon titre. Alors, vous allez un peu comprendre dans la présentation l'idée du syndrome du gros fruit ou comment bien manger sans se casser la tête. Je dois dire aussi que dans la salle, bon, il y a des communicateurs redoutables, mais il y a aussi des collègues à moi, nutritionnistes, et donc je vous apprendrai pas grand-chose. Vous pouvez vous en aller, je ne serai pas insultée. Et j'espère quand même vous entertainer. Comme on dit, avec cette présentation. Bon, Hélène a parlé de moi, merci beaucoup. Je ne vais pas faire le tour, mais bon, vous savez que je suis la complice de Ricardo depuis à peu près 16 ans à la télévision, donc Ricardo fait partie de ma vie, et on l'aime d'amour, tout le monde. Mais pourquoi je voulais montrer cette diapo-là, c'est parce que... Est-ce que ma pile fonctionne? Mon pointeur. Bon, c'était pour vous dire que oui, je suis nutritionniste, je suis une communicatrice, je suis aussi maman, donc j'ai 2 grands veaux, aujourd'hui âgés de 21 et 23 ans, et j'avais écrit un livre avec ma grande amie ici, Brigitte, donc le livre qui est épuisé, la mère aussi, parce que quand même, pour les amener jusque-là, mais c'était un livre sur l'alimentation durant la grossesse. Et je voulais le mentionner parce que je trouve qu'il y a un lien aussi avec ce souci que j'ai toujours eu d'aider les mamans à bien se nourrir durant leur grossesse. Et donc, la co-auteure de ce livre que vous ne retrouverez plus en librairie, comme je vous dis, parce qu'on ne l'a pas mis à jour, mais c'est donc ma grande amie Brigitte Coutu, qui est la femme de ce monsieur, qui est le propriétaire d'ici. Donc, tout est dans tout. Et voilà. Je voulais parler aussi du fait que je suis une gourmande, et c'est très important quand on parle d'alimentation, parce qu'on pense souvent qu'une nutritionniste, ça mange juste avec sa tête. Alors, manger... c'est à la fois un besoin essentiel pour les petits bébés à naître, pour les enfants, pour les familles, mais c'est aussi, et surtout, ne jamais oublier que c'est un des grands plaisirs de la vie. Et toute ma carrière, j'ai essayé de démontrer qu'un n'est pas incompatible avec l'autre. Alors, je fais une petite annonce aussi pour dire, parce que les gens de la Fondation ont été assez généreux pour me dire, si tu as des livres, je pourrais vous en dédicacer à la fin, c'est que j'ai écrit un livre, je suis nouvellement auteure jeunesse, je suis bien énervée, et donc j'ai écrit un livre qui s'intitule « Je cuisine avec toi » chez Édito, qui est paru juste avant les fêtes, mais c'est un livre que j'ai coécrit avec une autre nutritionniste, Catherine Desforges, mais dans lequel il n'y a aucune recette. Ce n'est pas un livre, parce qu'il y a des très beaux livres de la Fondation L'Eau qui donnent des recettes pour les tout-petits. Moi, ce que je voulais faire, c'était un peu comme... J'étais un peu jalouse de J.K. Rowling.
Et je me disais, elle a réussi à faire quelque chose avec Harry Potter, de créer de la magie. Or, cuisiner, c'est magique. Et je me disais, pour un enfant, t'aimerais cuisiner. Et donc, le livre parle à l'enfant. La seule partie recette, c'est qu'on fait une espèce de mot croisé pour montrer que, finalement, c'est quelques ingrédients qu'on assemble, puis le tour est joué. Et il y a une partie que les enfants aiment beaucoup, parce que ça, c'est qu'est-ce que l'enfant fait et qu'est-ce que le parent s'imagine qu'il fait quand il commence à manipuler des objets électriques, le feu de la cuisinière, etc. Donc, j'en ai quelques copies à la fin. S'il y en a qui s'intéressent, venez me voir. Donc, manger sainement, c'est sûr que c'est un sujet qui vous interpelle parce que vous ne seriez pas ici. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne, manger sainement? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, de manger, de se nourrir de manière saine? Bon, les nutritionnistes, vous n'avez pas le droit de répondre. À quoi ça sert, manger sainement? Oui, pour être en bonne santé. Et ça veut dire quoi, ça, être en bonne santé? Oui, j'ai entendu avoir de l'énergie pour faire nos activités quotidiennes, oui. Vivre vieux. Oh, vivre vieux sans être malade. J'aime beaucoup ça. Vous allez voir, j'y arrive tout de suite. Je voulais juste vous dire que c'est une donnée qui est parue qui dit que la principale cause de décès précoce, parce qu'on parlait de vivre vieux, hein, précoce à travers le monde, 30 millions et plus de décès par année, c'est d'avoir une mauvaise alimentation et c'est plus de décès réunis que le tabac, l'alcool et l'inactivité physique combinés. C'est dire à quel point c'est super important de mettre toutes les chances de notre côté en se nourrissant sainement. Oui, puis s'il y en a qui voient... Moi, je ne suis pas intéressante, toute ma présentation ici. Je pourrais donner la conférence ici. Ce serait pareil. Donc, si vous ne voyez mal l'écran, là, gênez-vous pas. Il y a des places en avant, déplacez-vous. La nutrition, c'est un incontournable, non seulement pour prévenir les bébés de petits pois à la naissance, hein, ce que Holo fait à merveille, et je suis très contente d'entendre qu'il va y avoir des légumes surgelés aussi qui vont s'ajouter à cette cause, qui vont pour la plupart être des légumes qui viennent d'ici en plus, donc c'est merveilleux. Donc, pour prévenir les bébés de petits pois, mais pour prévenir aussi l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Ah, ici, il y a peut-être un petit mot que vous n'entendez pas souvent, le syndrome métabolique. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Un syndrome métabolique? Les médecins, vous n'avez pas le droit de répondre, les nutritionnistes non plus. Un syndrome métabolique, la meilleure façon de vous le résumer, c'est le syndrome métabolique, c'est un ensemble de conditions catastrophes. Donc, c'est quelqu'un qui a un petit peu de cholestérol élevé dans le sang, une petite hypertension, un surpoids, des petits triglycérides élevés, des conditions qui ne font pas mal. Ça ne fait pas mal. Hein, quelqu'un qui fait une grosse hypertension peut avoir des petits maux de tête, des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui nous fait souffrir. Or, quand je dis que c'est un scénario catastrophe, la meilleure façon de vous le résumer, c'est que vous êtes en voiture, il y a un mur de béton et vous vous en allez droit dessus. C'est ça que ça veut dire quand on a un syndrome métabolique. Bon, la nutrition aussi, ça aide à prévenir beaucoup de cancers. Quand ce n'est pas relié au tabac ou aussi à certaines maladies environnementales et aussi à des problèmes dans notre histoire familiale, mais il y a beaucoup de cancers qu'on peut prévenir en se nourrissant mieux, des problèmes osseux aussi qu'on peut prévenir, et entre autres, l'embonpoint, ça peut amener aussi des problèmes au niveau des os, des articulations. On sait que la carie dentaire, directement reliée au... Merci. Et donc, on parlait tantôt de vivre vieux. Regardez la prochaine diapo. Ce qui est intéressant dans l'espérance de vie, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vécu aussi vieux. Hein? Alors, l'espérance de vie au Canada, chez les hommes, en ce moment, elle est de plus de 80 ans et chez les femmes, 84 ans. Mais ce n'est pas cet indicateur de santé-là, moi, qui me préoccupe. C'est celui-ci. C'est l'espérance de vie en bonne santé. Parce qu'on peut vivre vieux, mais si on est malade et on n'est pas capable de faire nos activités quotidiennes, c'est pas drôle. Et c'est très invalidant. Or, on se rend compte que l'espérance de vie en bonne santé chez les hommes, c'est 68 ans et chez les femmes, 72. Donc, les femmes vivent plus vieux que les hommes, mais plus longtemps malades. Non, 12 ans à peu près. Aussi malades, mais donc on vit quand même plus vieux, mais pas nécessairement en meilleure santé. Et donc, ce qui est important avec l'alimentation, c'est pas tout d'ajouter des années à la vie, mais il faut ajouter de la vie à ces années. OK? C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, je veux juste vous dire que dans le temps qui m'est alloué, on va regarder, bien sûr, manger sainement. Bon, ça prend des aliments à la base qu'on va acheter. Dans quel contexte? Ensuite, on va les manger, on va se préparer des repas. Et ensuite aussi, il y a l'environnement dans lequel on mange, qui est un facteur qui va aussi beaucoup influencer notre manière de nous nourrir,
positivement ou au contraire très négativement. Donc, on part avec la loupe. Premier message que je veux que vous reteniez, pourquoi les nutritionnistes ont dit toujours que c'est important de manger varié? Je vous ai fait ici une espèce de cible, de bullseye, et puis donc ça, c'est l'ancien guide alimentaire canadien. C'est pas important, c'est qu'on a regroupé quand même des aliments en grandes familles. Même si ça change, vous allez voir que mon concept reste le même. Chacun de ces grandes familles-là peut se décliner en plusieurs aliments. C'est ce qu'on mange, des aliments. Maintenant, puis là, j'en ai mis juste quelques-uns parce qu'on aurait pu remplir le mur ici au complet. Je vais vous demander de fixer du regard un aliment de votre choix, d'accord? Et de bien regarder la diapo suivante. Donc, vous fixez un aliment, nutriment, aliment, nutriment. Chaque aliment contient une série de nutriments, donc il n'y en a pas juste un. Par exemple, tiens, pour prendre l'eau, on va prendre l'orange. Alors, dans l'orange, il y a un peu de calcium. Quand même étonnant pour les fruits, mais il n'y a pas que ça, là. Je veux dire, c'est parce que je ne pouvais pas tout mettre. Dans une orange, on le sait, il y a de la vitamine C, il y a de la bêta-carotène, il y a des fibres, etc. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pour ça que c'est important de manger une variété, parce que pour obtenir plus d'une cinquantaine d'éléments nutritifs dont on a besoin à tous les jours, parce que le corps ne les fabrique pas, bien, il faut, plus on mange varié, plus on va avoir de bons outils pour nous prémunir contre plusieurs maladies. Alors, il y a plusieurs même bonus santé qui sont au-delà des petites vitamines puis des minéraux, etc. On appelle ça des composés phytochimiques. Dans les plantes, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'aliments, de composés qui ont des effets bénéfiques vraiment documentés pour la santé. Alors, je pense à des mots comme lycopène, qui est le petit pigment rouge de la tomate ou du melon d'eau. Là, c'est la saison du melon d'eau, et qui a aussi des effets protecteurs. Les anthocyanes, c'est le pigment bleuté des bleuets, des mûres, du raisin rouge, etc. Donc, il y a des milliers de composés comme ça qui ont un effet bénéfique pour nous, parce que ce sont des composés que les plantes sécrètent pour se prémunir contre les agresseurs. Donc, ça peut être la pollution, ça peut être leurs prédateurs, ça peut être les plus acides, ça peut être des champignons, des choses comme ça. Alors, donc, manger varié, premier message que je veux que vous reteniez. Manger local et en saison. Je vous ai mis une photo ici d'un marché en Sicile que j'ai prise, et ici, un marché à Istanbul. Pourquoi je vous parle de l'Istanbul puis de la Sicile? Leur marché n'était pas plus impressionnant que notre beau marché Jean Talon ou que les marchés sur la Rive-Sud, etc. Ici, ce sont des carottes du Québec que j'ai achetées dans un grand supermarché de toutes les couleurs, bio, pour vraiment un très, très bon prix, 2 $ et quelques. Pourquoi je vous montre cette diapo-là? C'est parce que quand on va dans ces pays-là, jamais ça leur viendrait à l'esprit de cuisiner une tarte aux pêches quand ce n'est pas la saison des pêches. Hein? Nous, on veut manger des fraises à l'année. On veut manger des asperges à l'année. Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix dans notre portefeuille, il y a un prix économique, il y a un prix écologique surtout, à vouloir manger des légumes à l'année. Alors que quand on regarde ailleurs dans le monde, bien, si c'est la saison ici des courges, des potirons, bien, c'est ça qu'on va manger, etc. Donc, au Québec, on connaît nos petits fruits. Hein? Lesquels qui viennent de sortir cette semaine? Après, ça va être? Après? Les bleuets. Après? Les maïs, fin au mois d'août. Les pommes, puis les fraises d'automne maintenant qu'on a. Mais voyez-vous comment vous êtes bons. Mais ça, comme on dirait qu'on le sait pour l'été, mais on le sait moins après, parce que c'est ça, on a des provenances, puis on a des légumes et des fruits à l'année dans nos supermarchés. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que bon, ça, je vous ai parlé de la variété, je vous ai parlé de manger en saison locale. Manger des aliments de base versus des aliments transformés. L'industrie fait des merveilles pour nous faciliter la vie. Je pense à du thon en conserve, des pois chiches, des légumes surgelés. Donc, on a beaucoup, beaucoup de beaux produits. Mais quand on pousse la transformation, et là, l'industrie qui se met à ne pas cuisiner comme ce que nous, on cuisine à la maison, on se trouve avec des problèmes au niveau de notre santé. Donc, il y a un consensus international chez tous les gens de la santé publique. Moins un aliment est transformé, meilleur il est à 3 niveaux. Meilleur il est au goût, parce que c'est vous qui allez vous-même, si vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. Si vous aimez beaucoup, vous en mettez. Vous allez le transformer à votre goût. Meilleur il est pour votre portefeuille, parce que pour qu'on transforme l'aliment, bien sûr, il y a de la main-d'œuvre qui vient avec ça, il y a de l'emballage, des étapes donc qu'on doit payer. Et aussi, meilleur il est au niveau de la valeur nutritive, parce qu'on est dans l'aliment comme il est dans la nature. Comme nutritionniste, d'après vous,
quelle est la première chose que je regarde, moi, quand je vais à l'épicerie puis je vais acheter, je sais pas moi, des barres tendres, une boîte de céréales ou des craquelins? Le nombre d'ingrédients. Le nombre d'ingrédients. Qu'est-ce que je regarde comme nutritionniste? Non, mais moi, je me dirais ça, là. Toi, tu dirais ça? Moi, je participe, là. Ouais, ouais. Est-ce que je regarde les calories, je regarde la quantité de sucre, le sel, la quantité de gras? Les fibres. Les fibres. Moi, comme nutritionniste, puis tu sais, je détiens pas la vérité absolue, mais je peux vous dire que moi, quand je vais acheter un aliment comme ça, donc dans un emballage, la première chose que je regarde, c'est la liste des ingrédients. Bravo! 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 Merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo. Et 2 points, hein, par bonne réponse. Donc, moi, je regarde toujours la liste des ingrédients. Quand les gens me disent, est-ce que cette barre tendre-là, c'est bon pour la boîte à lunch de mes enfants? Ben, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, madame, on va regarder la liste des ingrédients. D'accord? Parce que c'est ça qui va nous dire qu'est-ce qu'il y a. D'abord, c'est ce qui va nous dire si je remets le produit sur la tablette. Quand on regarde, par exemple, ce que les enfants adorent, des espèces de rouleaux aux fruits, etc., puis là, je nomme ça, mais ce n'est pas cette marque-là en particulier, c'est juste parce que je prends un exemple. Est-ce que c'est une bonne collation? Bien, quand on regarde, parce qu'on a beau nous mettre le mot fraise, puis nous mettre des fraises sur l'étiquette, et ça s'appelle des rouleaux aux fruits, bien, je veux dire, on peut douter de vraiment, est-ce que c'est un fruit? Alors, premier ingrédient, du sucre, la maltodextrine, c'est un sucre aussi, hein, deuxième ingrédient. Ensuite, ingrédients de fruits. Là, on est content de voir le mot fruit, on avait hâte qu'il arrive. Mais là, dans la parenthèse, ce qu'on nous dit, c'est que les fruits, ce ne sont pas des raisins ou des poires, ce sont des concentrés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, dans le fond, on a concentré le sucre naturel du fruit, mais ça reste que c'est un sucre, puis on a enlevé les fibres, puis on a enlevé le reste. Donc, ensuite de ça, on a encore un autre sucre, le sirop de maïs. Et ensuite, bon, c'est vrai, ce produit existe encore. De l'huile de coton hydrogénée, c'est interdit maintenant au Canada. Bon, ils ont un certain temps pour le faire, là, mais depuis cet automne, c'est interdit. Donc ça, c'est les fameux gras trans, donc les mauvais gras, qui font exactement le contraire de ce qu'on voudrait. Ils augmentent le mauvais cholestérol dans le sang et ils baissent le bon cholestérol dans le sang. Donc, on n'en veut pas des gras trans. Le gouvernement a légiféré. Et puis ça, le mot des huiles végétales hydrogénées ou partiellement hydrogénées, ce sera interdit. Mais puis bon, ensuite, toutes sortes d'additifs, etc. Donc, on s'entend que ce n'est pas un fruit. L'offre aussi alimentaire à l'épicerie, elle est très variable. Parce que vous pouvez partir de l'aliment frais de base, comme un veau poulet, et ensuite, on vous offre toute une gamme. Alors, regardez l'exercice que j'ai fait. Donc, en vert, ce que je recommanderais. En jaune, bon, un petit peu plus, il y a des petites lumières qui s'allument. Et en rouge, bon, ben, est-ce que cette chose a déjà été un volatile dans une basse-cour? On peut se poser la question. Alors, le poulet entier ou la dinde entière, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus économique. Bon, mais il faut savoir quoi faire avec. Il faut l'avoir appris. Moi, j'ai la chance de l'avoir appris. Et puis, tu sais, j'ai Ricardo à côté de moi. Tu ne peux pas demander mieux dans la vie. Mais donc, c'est pour ça que l'industrie nous offre des poitrines, par exemple, désossées, sans peau, sans os. C'est merveilleux, ça dépanne, c'est pratique. J'en ai toujours dans mon congélateur. Ensuite, on nous vend des languettes de poulet assaisonnées. Bon, assaisonnées déjà, OK, qu'est-ce qu'ils ont mis comme assaisonnement? Ensuite, la croquette de poulet qui, elle, a été panée. Vous voyez que le poulet rétrécit comme une peau de chagrin. Et après, il y a ici le bouillon en cubes salés. Comme je vous disais, est-ce que cette chose est vraiment une volaille? Bon, j'ai fait avec Ricardo une émission sur les bouillons de poulet en conserve. Et croyez-le ou non, il y a 2 marques sur le marché canadien où il n'y a même pas l'ombre d'un poulet. Hein? Il n'y a que des arômes. Alors, c'est quand même scandaleux. Je me dis, il y a quelqu'un à quelque part qui ne fait pas sa job. Parce qu'il devrait avoir des inspecteurs et ça devrait être interdit, si vous voulez mon avis. Bon, fin de ma parenthèse. Mais et aussi, voyez-vous que le prix va en conséquence. Et c'est important, ça, pour les familles au lot, puis pour les autres familles, de toute façon, toutes les familles, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'on achète l'aliment non transformé, parce qu'ensuite de ça, voyez-vous, déjà, quand la main-d'œuvre entre en ligne de compte, et ensuite de ça, il y a les indésirables. Donc, votre poulet, vous le mangez avec quoi? Avec du riz. Bien, on peut faire le même exercice. Donc, le riz brun, qui est notre riz à grains entiers, qui va avoir toutes ses fibres, tous ses minéraux, etc. Ensuite, on va l'étuver. Donc, on va le pré-cuire, mais il y a quand même son enveloppe de son, de germes. Je vais passer rapidement, là, mais vous comprenez l'idée. Le riz blanc, quand les gens me disent « Oui, mais Mme Landau, je mange du riz basmati. » Mais madame, c'est merveilleux parce que c'est super bon au goût, mais s'il est blanc, il n'est pas plus nutritif que le riz super C
blanc. Alors, c'est juste une région de l'Inde d'où il vient. Ensuite de ça, ben, tu sais, on est pressé. Qu'est-ce qu'on demande à l'industrie? Hein, parce que ça, les gens disent, c'est bon, Mme Landau, mais c'est long à cuire. Bon, vous avez le droit d'avoir une vie et faire d'autres choses pendant que le riz cuit. mais puis quand on en cuit, on peut en cuire en plus grande quantité, puis en congeler, c'est merveilleux. Mais bref, on demande à l'industrie qu'on est des gens pressés de nous vendre du riz instantané, donc qui a été pré-cuit. Et la pré-cuisson, bien sûr, toutes les petites vitamines qui étaient hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, comme toute la grande famille des vitamines B, ben, sont parties avec l'eau. Donc, on a un riz qui est vraiment prêt en 5 minutes, mais bon, ça, puis du carton, ça ressemble beaucoup. Et ici, il y a le riz instantané, déjà aromatisé pour nous. Et l'enveloppe ici où c'est écrit chicken ou poulet, bon, on se peut demander aussi, est-ce que beaucoup de poulet, vous pensez, est-ce que ça remplace une portion de protéines? Est-ce que c'est assez soutenant? On n'est pas sûr. Donc, toute cette gamme d'aliments ultra transformés, il faut se poser des questions parce que le problème avec ces aliments-là, c'est qu'on joue sur tout ce qu'on aime. Alors, on aime le sel, on aime quand c'est sucré, on aime le gras. Hein? Nos papilles aiment ça. Et donc, dans ces aliments, il y a beaucoup, beaucoup d'additifs et de ce qu'on appelle des calorivistes, c'est-à-dire des aliments qui nous apportent beaucoup de calories. Et à une époque où on a une épidémie d'obésité à l'échelle planétaire, il faut se poser la question, est-ce que ce sont des aliments quotidiens ou des aliments d'exception? Et quelqu'un qui mangerait ce gruau tous les jours ou des céréales comme ça, va forcément être moins bien nourri et avoir beaucoup de calories vides. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Et là, je vais vous dire une chose, ça c'est un exemple qui m'est vraiment arrivé avec mon grand veau. Tu sais, là, il est 6 heures, tu es à l'épicerie, le souper n'est pas prêt, il a faim. C'est un sportif, mon garçon. Et on arrive, maman, est-ce que je peux acheter ça? Oui, chérie, c'est correct. Mets ça dans le panier d'épicerie. Bon, parce que, tu sais, je ne fais pas ma propre pâte à gaufres le mardi matin à 5 heures avant d'aller travailler, OK? Fait que là, je fais comme, oui, chérie, puis là, je vois bleuet, etc. OK. Alors, j'arrive à la maison, je mets ça dans le congélateur, et là, vous voyez ce que je vois. Ça ne s'invente pas. Alors, on va le faire ensemble. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a de l'eau. OK. Il y a de la farine. À partir du moment où c'est écrit farine tout court, c'est de la farine? Exact. Quand c'est écrit farine de blé, c'est blanc aussi. Ça, c'est un truc de l'industrie. Là. Il faut qu'il y ait vraiment le mot entier pour que vous ayez un grain entier. Alors, donc, on a de la farine blanche en plus grande quantité, ensuite de la farine de blé entier. Mais après, ceci ne s'invente pas. Ils ont mis de la boulette de bleuet. Parce que quoi, un bleuet, c'est pas assez rond. Fait qu'on va faire... Mais ils sont gentils parce qu'ils nous donnent la recette, entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans notre boulette de bleuet? Du sucre, avec du sucre. Bon, de la farine puis de l'amidon, parce qu'il faut toujours bien le façonner. Hein? Il faut faire la boulette. Ensuite de ça, encore notre fameuse huile végétale hydrogénée qu'on n'en veut pas. Ensuite, il faudrait quand même mettre un peu de bleuet, hein, on s'entend. De la poudre de fibre de pomme, bon, c'est de la fibre, des arômes naturels et artificiels. Mais oui, parce que des bleuets, ça ne goûte pas assez le bleuet, hein, fait qu'on va en rajouter un peu d'artificiel. Encore du sucre, etc. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Puis regardez la longueur de la liste des ingrédients. Bon, bien sûr que je n'ai pas fait une bonne affaire. La recette de Ricardo, 9 ingrédients pour faire des gaufres. Ici, 27 ingrédients. Donc, on a triplé la quantité d'ingrédients en ajoutant beaucoup d'indésirables. Ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être acheter la gaufre nature, hein, avec des vrais bleuets que j'aurais congelés ou que j'aurais acheté. On a des beaux bleuets canadiens surgelés sur le marché, très facile à trouver. Québécois, souvent, même des fois, on va vous dire de quelle région ils proviennent, du bon sirop d'érable québécois, et mon fils aurait été mieux nourri. Encore mieux, il aurait pu les faire lui-même, ou se faire, en tout cas, si ce n'est pas des gaufres, un pain de riz. Pour déjeuner, c'est facile, ça prend 5 minutes. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toute une offre alimentaire au niveau des aliments. Quand on est à l'épicerie, il faut vraiment être vigilant. Et je vous jure qu'il y a des fois où je suis contente d'avoir un diplôme de nutrition pour faire mon épicerie, et ce n'est pas normal, parce que jamais, encore dans l'histoire de l'humanité, l'être humain a eu accès à une si grande quantité d'aliments, de grande variété d'aliments. Dans un supermarché de taille moyenne, vous avez déjà entendu ces données-là, combien il y a d'aliments, combien il y a de produits différents dans un supermarché de taille moyenne, là, l'autre bord de la rue, le chez IGA ici. Là. Qui dit 10 000? 20 000, levez la main ceux qui pensent qu'il y a 20 000 aliments. 20 000. 30 000. 30 000. Élise. 40 000. Milly et Béa.
Ben oui. Dans un supermarché de taille moyenne, il y a 40 000 aliments, produits différents, de formats différents, de tailles différentes, de variétés, etc. Et effectivement, j'ai entendu 80 000, mais à Rochester, dans l'État de New York, il y a un supermarché Wegman où il y avait, à l'époque, quand j'étais allée, 65 000 aliments différents. Alors, comment on fait pour s'y retrouver? Je vous jure que... Donc, mais si vous suivez mes conseils, vous allez vers le moins transformé, vous allez vers des aliments locaux, vous allez vers des aliments, vous regardez la liste des ingrédients, déjà, ça aide à faire du ménage. Est-ce qu'on fait ça dans chaque section du supermarché à toutes les semaines? Bien non. On le fait une fois dans les céréales, après on se fait OK, ça. Puis ensuite, quand il y a un nouveau produit qui s'ajoute à la gamme, bien là, on peut le regarder, mais on est bien sûr que vous ne ferez pas ça à chaque fois. Les repas maintenant. Pour bien des gens, ça, c'est l'assiette type. Et ça, ce n'est pas le symbole d'Esculape des médecins. C'est vraiment le T-bone. Et pour beaucoup de gens, ceci est le légume, hein, le bouquet de persil. Et donc, on voit bien que cette assiette-là, elle est déséquilibrée pour notre santé, même si c'est bon, un bon T-bone, quand la saison du barbecue commence, c'est toutes les saveurs qu'on aime, ce goût de brûlé, ces saveurs d'umami qui sont très, très jouissives dans la bouche. Eh bien, on se doute bien que c'est pas bon non plus pour l'environnement parce que un jour, j'étais chez le boucher récemment et quelqu'un arrive pour demander de l'onglet de bœuf. Puis, tu sais, genre, quelqu'un en voulait 12 onglets. Puis, le boucher répond comme « Mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que c'est parce qu'il faut tuer 12 bœufs pour que je vous serve votre souper pour vous ce soir? » Mais tu sais, on n'est pas conscient parce qu'on achète des découpes à l'épicerie. Et donc, bon. Alors, une assiette santé, on y arrive, ça ressemble un peu à ça. Je sais qu'Olo utilisait beaucoup le principe du un tiers, un tiers, un tiers. Là, le nouveau guide qui est sorti en janvier, pour la santé de la planète, pour la santé de l'environnement, pour notre santé à nous, etc. Donc, on recommande plutôt de vraiment remplir la moitié de l'assiette avec des fruits et des légumes, donc beaucoup plus de végétaux. Doublez votre portion que vous avez l'habitude de faire. Si ça ne vous tente pas de cuire un autre légume, mangez-en plus. Ajoutez aussi beaucoup d'aliments d'origine végétale, donc toute la grande famille des légumineuses, les noix, les graines, le tofu. Ben non, ça goûte rien du tofu tout nu. Mais tu sais, du poulet bouilli pas salé, c'est pas bon non plus, là. Hein? Fait que, je veux dire, le tofu, il faut le voir comme un ingrédient. Il ne faut pas le voir comme une fin en soi. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Donc, il est comme versatile. Il peut aller dans des préparations sucrées, des préparations salées. Et selon avec quoi on va l'assaisonner, ben, on va lui donner des personnalités différentes. Et donc, forcément, si vous remplissez plus votre assiette avec des végétaux, bien, il y aura moins de place pour les protéines animales, puis on ne vous dit pas d'arrêter d'en manger, on dit juste de rétablir des proportions. Alors, une assiette santé, ça, c'est des plats que j'ai faits, tiens, avec Ricardo ici, on s'était fait une salade de thon, avec une grosse salade grecque, plein de légumes. Bon, on ne sort pas le ruban à mesurer, ni la balance, etc., mais on voit qu'à l'œil, tu sais, puis on avait du beau pain pita de blé entier à côté. On l'a, là, notre fameux guide alimentaire. Ici aussi, donc, vous savez, les Pokéballs, nos filles aiment ça, nos enfants aiment ça. Bon, ben dans un Pokéball, alors si on a du quinoa, des fèves et d'amamé, on a plein de légumes, puis dans le fond, on a un petit peu de riz ou quelque chose. On a aussi un guide alimentaire. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ça a fait beaucoup jaser parce que là, les gens on dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous l'avez vu, le nouveau guide alimentaire canadien? Oui. Hein? Bon, ben alors je vais vous en parler un tout petit peu. J'ai des petites critiques aussi face au guide alimentaire canadien. Je trouve que dans la représentativité des produits laitiers, c'est tout le seul digne membre, c'est du yogourt. Hein? Ça n'a même pas l'air du kéfir. Pourtant, l'industrie laitière fait des choses très, très belles ici au Québec. Je pense puis au Canada, on est très fiers de nos fromages, du kéfir, du lait bio. On a des yogourts avec des probiotiques. On a vraiment une belle offre. Je l'ai dit aux gens de Santé Canada, fait que vous pouvez me stouler, il n'y a pas de problème, ils le savent. Je leur ai dit que je trouvais que c'était trop sévère. Ici, on comprend qu'ils n'ont pas pu mettre tous les fruits et légumes de la terre, hein, on s'entend. Ici, on comprend que la tranche de pain, mais elle vaut pour le bagel, le pita, le pain burger. Ici, on comprend que les petits cubes de viande ici, ben, ça vaut pour du veau, du bœuf, du porc, du gibier. Bon, ça, on comprend ça. Et on comprend qu'ils n'ont pas voulu mettre de lait là parce qu'ils voulaient, à cause de l'obésité, puis à cause que beaucoup de gens, c'est des laits aromatisés qu'on sert à table. Donc, c'était le problème des calories, du sucre, etc. Donc, on a dit, on va mettre l'eau comme boisson de choix. Je leur ai dit, oui, mais le lait, il aurait pu être à la rigueur dans une tasse à mesurer parce que le lait, c'est aussi un ingrédient.
On fait nos crêpes avec du lait, on fait notre pain de riz avec du lait, on fait des desserts au lait, on peut le mettre dans des potages, on fait des sauces blanches avec du lait. Moi, je trouve que, c'est un peu sévère là-dessus, ou même un petit morceau de fromage. Bon, ça, c'était l'éditorial d'Hélène Laurendeau. Comment on fait pour améliorer, par exemple, donc, un plat de pâtes? J'ai fait toutes les photos que vous voyez, c'est mes vraies photos, c'est pas dans des banques d'images. J'adore les pâtes au bleu. Donc, j'avais fait un plat de pâtes au bleu. Comment on fait pour améliorer ça pour que mon repas ressemble au guide alimentaire canadien? Là, on rajoute des légumes. Ben voilà. 2 points ici. 2 points. 2 points. Je suis rendue à 4. Alors, à 5, tu as le droit à ton verre de vin, chérie. Donc, j'ai fait une poêlée de pâtissons ou de courgettes jaunes et vertes, une grosse poêlée, puis tout le monde s'en est servi. Vous ne le voyez pas ici à cause de l'échelle, mais j'ai servi les pâtes dans une assiette plus petite. Donc, on n'a pas besoin de la montagne de pâte. D'ailleurs, si vous voyagez en Italie ou dans le bassin, la pâte est un primi piatti. Hein, c'est l'entrée. C'est très rare qu'on va vous servir le gros spaghetti débordant, parce que le problème, c'est pas l'abondance, c'est la surabondance, et c'est ce qu'il n'y a pas qui manque, et c'est les légumes. Mais il y a plein de façons d'ajouter des légumes. Hélène a dit on ajoute des légumes. Voici plein d'autres façons d'ajouter des légumes. Vous pourriez faire un potage. En ce moment, là, le gazpacho, ça va être frais, ça va être bon. Les vichyssoises froides, etc. Bon, les soupes froides, mon mari dit que c'est une affaire de filles. Y a-t-il des hommes ici qui aiment les potages froids? Merci. Merci, messieurs. J'ai du renfort. Mais c'est vrai que c'est une affaire de filles, souvent, non? Les filles trouvent que... Mais pourtant, quand tu vas en Espagne et tu arrives à Barcelone, tu sais, l'homme mange son gazpacho, mais oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, une salade, des carottes grillées, ou vous mettez ça sur une plaque au four, une belle salade de saison. Ça, ici, vous connaissez la trempette à droite? Trempette de poivron rouge? Oui. Alors, c'est le muhamara, donc qui est une trempette à base de poivron rouge, noix de Grenoble, un peu de vinaigre de mélasse de grenade. Si vous n'en avez pas, vous mettez du balsamique ou un peu de citron. De la noix, du pain rassis. Donc, dans le fond, c'était une façon, c'était une recette qu'on a faite à Istanbul, mais c'était une façon dans les pays de passer des restes de pain aussi, d'épaissir avec ça. Mais vous mettez ça sur la table et avec des crudités ou un peu de pita, ça se mange, c'est merveilleux. Et les gens mangent des légumes sans s'en rendre compte. Ça n'a pas besoin d'être plate. Bon, qui a dit que les nutritionnistes étaient des gens plates? Ça fait 30 ans que je me bats pour essayer de dire qu'on aime ça manger aussi. On peut aussi manger des fruits parce que le guide nous dit de manger plus de végétaux. Alors, fruits de saison quand on n'est pas vraiment en saison. Des agrumes en hiver, c'est vrai que ça ne pousse pas ici, mais ça poussera peut-être avec le réchauffement climatique, malheureusement. Mais des smoothie bowls, ça peut être des fruits Je préfère les manger en aliments plutôt que... C'est assez facile de boire des jus, des fruits sous forme liquide et d'en manger des grandes quantités. Et il y a ici ce que j'arrive à mon titre... Vous aviez oublié le syndrome du gros fruit, hein? Vous aviez oublié, moi je n'ai pas oublié. Le syndrome du gros fruit. Imaginez la scène suivante. Il y a un ananas sur le comptoir de la cuisine. Hein? Il est là, début de la semaine. Vous avez acheté un ananas, temps spécial. Tout le monde le voit, l'ananas. Bon, là, il est vert. Là, à un moment donné, il commence à jaunir. Là, tu te dis, ça commence à sentir l'ananas quand tu passes à côté. Hein? Là, il faudrait peut-être que quelqu'un fasse quelque chose. Mais là, tout le monde la regarde. Il n'y a personne qui veut s'occuper de l'ananas. Et là, à un moment donné, tu finis par dire, il est peut-être plus bon. Puis là, il s'en va au compost. Hein? Bon. Alors, c'est ce que j'appelle le syndrome du gros fruit. Quelqu'un doit se coller les doigts. Drame ici au foyer. Quelqu'un doit sortir une planche, un couteau et attaquer la bête. Et ça vaut pour n'importe quel gros fruit ou petit fruit, là, des poires, là, je veux dire, c'est rare les enfants, des mangues, merci, les mangues, les papayes, tous les fruits là, comme ça. Vous avez un melon d'eau, une pastèque. Quelqu'un doit l'ouvrir et je vous jure que si vous êtes à table, et il y a l'ananas ici, n'oubliez pas. Là, après souper, vous dites, il y en a-tu qui voudraient de l'ananas? Oh non, correct. Non, j'ai plus faim. Non, j'ai plus faim. Mais si à l'heure du souper, vous préparez l'ananas, comme je l'avais fait tout à l'heure en quartier, mes enfants appelaient ça des petits bateaux, ça, dans le fond, c'est très simple. On y coupe la tête, l'ananas, on y coupe la base, et puis on découpe comme ça, puis on enlève le trognon au centre qui est un peu trop fibreux, quoique si vous êtes dans les pays chauds, ça se mange aussi. Et que quand arrive le dessert, vous mettez ça sur la table. Tout
le monde va en manger. Mais faites le test, c'est inouï. D'accord? Alors, c'est le même principe, vous apportez ça sur la table, tout le monde va en manger. Donc, l'idée de manger des fruits, c'est pas ça coûte cher. Je suis tannée d'entendre ça comme dans les médias. « Ah, les fruits et légumes, ça coûte tellement cher. » Ça coûte cher à l'achat, mais ça nourrit bien du monde aussi. Là. Je veux dire, un brocoli, c'est quand même pas pour une portion non plus. Donc, oui, bien sûr, les aliments grugent une grosse part du budget des ménages, mais de manger des fruits et légumes, quand vous le... Tu sais, puis c'est comme tellement de la santé, c'est merveilleux. Ça, c'est... Ça m'avait marqué là, dans les rues à Istanbul. Je veux dire, les enfants sortent de l'école et il y a le marchand du melon d'eau, le meilleur melon d'eau que j'ai mangé dans ma vie. Mais bon, s'il y a des gens syriens ou libanais vont dire que c'est chez eux les meilleurs. Mais c'est là, dans la rue, les enfants sortent de l'école et on mange le melon parce qu'il a été découpé pour nous. Hein? C'est mon syndrome du gros fruit. Donc, ça demande un minimum d'effort de vouloir manger des fruits et légumes. Est-ce que le nouveau guide alimentaire, ça veut dire que c'est la fin du hamburger? Qu'est-ce qui arrive avec le fameux burger? Bon, on le mange des fois, là. On le mange des fois, exactement. Est-ce que j'ai 2 points? Oui. Moi, je pense que... Moi, j'ai 2 points. Elle a bien travaillé. Elle mérite son verre de vin. 6. Quelle heure il est? Bon, j'y arrive. Vous me devancez. Mais je savais que vous alliez me poser la question. J'avais prévu le coup. Bon, alors ici, on s'entend-tu qu'il a quand même été bien garni, là, mais même bien garni, je veux dire, je pense pas que, tu sais, 2 rondelles d'oignon, est-ce que ça vaut vraiment la moitié de notre assiette en fruits et légumes? J'ai des doutes. Donc, oui, le burger, mais le problème du burger, c'est pas le burger, c'est le fameux trio. C'est ce qui vient toujours avec, c'est la frite avec la boisson gazeuse. Parce que moi, dans ça, qu'est-ce que je mange? Je mange ça. Puis tant mieux si vous avez un petit pain de blé entier, parce qu'on en trouve maintenant. Puis vous me servez ça aux enfants. Il n'y a pas un enfant qui va vous dire « Ah, papa, maman, t'as mis du pain de blé entier. » Ben non, ils vont le manger, c'est tellement bon. Tu sais, je veux dire, c'est... Et donc, le problème du trio, c'est qu'est-ce qui manque? C'est encore, ça revient toujours à la question des fruits et légumes. Hein? La pomme de terre ici, frite, quand elle n'a pas sa peau, sa pleure, elle ne compte pas comme un légume. Hein? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça, le Beyond Meat? Avez-vous goûté? Est-ce quelqu'un qui a goûté le Beyond Meat? Ben oui. Oui? Qu'est-ce que vous avez pensé? Moyen? Il paraît que la texture est très, très intéressante. Moi, je dis il paraît parce que je cours après le Beyond Meat. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée chez IGA, il n'y en avait plus. Je suis allée chez Rachel Berry, il n'y en avait plus. Je ne suis pas allée chez AEW parce que je sais qu'ils en vendent là. Mais ici, des gens de l'équipe cuisine m'ont dit qu'ils ont fait des tests. Béatrice, toi, tu as goûté? Qu'est-ce que tu as pensé? La texture, ça ressemble à la viande? Il n'y a pas le goût de la viande, c'est ça. Et pour avoir le goût de la viande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que le président de Beyond Meat était à Montréal la semaine dernière au Forum économique international des Amériques et j'étais dans la salle parce que je voulais aller l'entendre. Et j'ai été étonnée d'entendre dans sa bouche des mots comme l'architecture de la viande. Comme si on pouvait décortiquer la viande, tu sais, et trouver le plan qui fait que si on met cette charpente-là avec ces vitres-là, puis tout ça, ça va donner la viande. Or, Béatrice l'a bien résumé, c'est très difficile d'aller chercher. Êtes-vous tanné? Mais non. Voulez-vous que je m'en aille? Non, mais parce non. qu'il est 6 ans moins... Non, on dis, aime hein? ça, on aime ça. OK, c'est parfait. Ça va très bien. J'achève. C'est un très inclusif. On aime tout. Non, c'est parce que je viens de voir l'heure du coin de l'œil. Donc, le Beyond Meat, le problème du Beyond Meat, c'est que l'idée est intéressante. C'est-à-dire qu'on dit, il faut qu'on mange plus de végétaux, puis il faut qu'on diminue notre consommation de viande. Donc, si on mange de la viande une fois de temps en temps, c'est pas là le problème. Mais si on en mange souvent, comme les burgers, ben peut-être qu'on pourrait trouver une formule novatrice. Pour moi, un burger végé, c'est quelqu'un qui ferait peut-être un burger avec un portobello, tu sais, du champignon qui a une belle texture viandeuse, le goût un peu d'umami, qu'on pourrait le travailler avec, selon le type de végétarisme, avec du fromage ou du fromage, ou de la levure nutritionnelle, ou de la poudre d'oignon, plein de choses qui pourraient être le fun, ou un burger, une espèce de galette qu'on pourrait se faire avec des haricots noirs, etc. Ce que Beyond Meat a fait, dans le fond, c'est qu'ils ont fait une boulette liste des ingrédients, très longue, très décevante. Ils ont déjà changé leur recette depuis leur lancée et depuis il y a 2 ans, ils ont changé la recette. C'est à base de pois de légumineuses, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'a pas dans notre garde-manger et que je trouve ça décevant. Tu sais, peut-être que l'exercice est intéressant dans un laboratoire pour essayer de se rapprocher le plus de la texture et tout ça, mais tout ça pour dire que le Beyond Meat, ça donne bonne conscience, ça rapporte des millions aux actionnaires, mais
pour moi, le virage vers le végétal, ça reste, c'est pas par là que ça passe parce que on reste dans l'ultra-transformation, puis c'est très, très salé. Et, je pense aux familles YOLO, moi, deux boulettes, il n'y a rien là, juste les 2 boulettes. C'est 8 $ plus taxes. Oh oui, c'est terrible. Ah d'accord. Ça, c'est vous ne l'avez pas cuisiné, là. Hein? C'est 8 $, 7,99 plus taxes. Ça revient cher pour une famille. Comment on fait pour nourrir une famille avec ça? C'est quand même... Alors que le haricot noir en conserve, puis nos légumes surgelés, puis notre champignon, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, ça reste quelque chose d'élitiste en ce moment, je trouve. Ce qui est intéressant aussi dans le nouveau guide, c'est aussi... Ça, c'est le recto, mais au verso. Il faut le regarder vraiment sur tous ces angles, et c'est ça qui ressemble beaucoup au guide alimentaire brésilien. Moi, j'étais allée au Brésil, à Rio, rencontrer une collègue qui a travaillé sur le guide alimentaire brésilien, parce qu'ils ont dit, c'est bien beau de dire aux gens là, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans leur assiette, mais si vous mangez toujours au service au volant tout seul ou tout seul devant votre ordinateur, là, c'est triste, hein? Vous ne serez pas en meilleure santé, même si votre lunch, c'est une salade de quinoa, mandarine et bébé épinard. Donc, il faut manger en bonne compagnie, il faut prendre le temps de s'asseoir pour manger. Et il y a plein de messages qui touchent nos comportements. Je vous en nomme quelques-uns. Donc, ça, vous l'aurez compris, là, limiter les aliments hautement transformés. Ce sont des aliments... Ça, je l'avais apporté à l'émission avec Ricardo. Cette chapelure-là, jaune, hein, que je ne nommerai pas, que tout le monde a. Mais moi, je l'avais acheté aussi parce que je trouve que c'est pratique dans mon garde-manger. Je sais que c'est là, ma chapelure, mais je l'avais vidée. Puis après, je fais sécher mon pain, puis je fais ma propre chapelure. Parce que dans cette chapelure jaune, il y a... Combien d'ingrédients ça prend pour faire du pain? Ben, la farine, de l'eau, du sel, la levure. La levure, puis... hein? Voilà, il y en a qui mettent une pincée de sucre pour nourrir les levures. Bon, on est à 4, 5, si on enlève l'eau. Hein? Dans ça, il y en a 35 différents que j'ai comptés. Vous pensez que vous achetez de la chapelure de pain? Il y a 35 ingrédients. Vous regarderez sur vos boîtes. Okay? Donc, ici aussi, les salamis, c'est bon, mais le gras est pressé à l'intérieur, c'est très salé, il y a des nitrites. Voyez-vous qu'il y a plein d'indésirables là-dedans. Je ne vous dis pas que ce n'est pas le fun de temps en temps, mais une gâterie, oui, mais des aliments, ça, quotidien, non. On voulait donc définir l'eau comme boisson de choix. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit au petit verre de vin, mais ça veut dire que quand on a soif, on doit s'hydrater avec de l'eau. Un autre message, c'est de dire dans le guide dit attention au marketing alimentaire. Hein? J'ai acheté ça l'autre jour chez Rachel Berry. Sensible portions. Sensible portions, je défie quelqu'un de ne pas manger le tube, là, déjà en partant. Mais croustille aux légumes du jardin. Hein? Et faites de pommes de terre, d'épinards, de brocolis et de pois. C'est tentant de se dire, hey, c'est-tu un beau légume, ça, ce soir, avec mon lobster roll? Ceci n'est pas un légume. Hein? On s'entend, ce sont des poudres qui donnent des pigments, etc., mais ça ne compte pas là, comme légumes. Même chose ici, les gummies Superfruit. Hein? J'ai acheté ça à l'aéroport l'autre jour, les super fruits. Excusez-moi, ce n'est pas parce que ça vient de l'autre bout du monde que c'est meilleur que notre petite canneberge puis nos petits bleuets de l'Abitibi ou du lac Saint-Jean. La baie de goji, on en mange en Asie, puis qu'est-ce qu'on mangeait au Brésil? La saille, c'est ça. Là, ben, on en mange au Brésil, mais c'est parce que ça vient de loin et ça coûte une fortune. Mais bref, tout ça n'est pas un fruit. Et aussi, attention, aussi, la nouvelle vague, maintenant, c'est de faire des boissons gazeuses sucrées au sucre de canne. Ça reste une boisson ultra sucrée, puis que dans votre canette, vous avez encore 9, 12, 13 cuillerées à thé de sucre. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que c'est au sucre de canne, c'est juste que ça vous dit que le sucre vient du sucre de canne, mais de toute façon, au Canada, la majorité du sucre qu'on consomme, c'est du sucre de canne, alors qu'en France, c'est du sucre qui vient de la betterave à sucre. Donc, quand on dit davantage de protéines végétales, Émilie me disait, oh mon Dieu, je parlais au téléphone avec elle, elle dit, mets ça dans ta présentation, je salive. Écoutez, c'est tellement le fun, tu sais, d'ouvrir, l'industrie fait des belles choses. Ouvrir une canne, l'autre jour, ma fille me dit, maman, donne-moi ta recette. Mais j'ai dit, chérie, j'ai ouvert une canne du maïs surgelé ou en conserve que j'ai goûté, une canne de haricots noirs, parce que ça fait comme un effet dramatique. Vous mettez, là, je faisais des quesadillas, mais vous pourriez le faire en salade avec des poivrons, du concombre, un peu de céleri, de la coriandre, du jus de lime,
de l'huile d'olive, vous avez quelque chose de... Tout le monde veut manger ça. C'est gourmand, c'est bon, et vous faites d'une pierre deux coups. Donc, vous diminuez la viande, vous diminuez les gras saturés, le cholestérol, etc., et vous diminuez cette industrie dont on abuse, puis qui contribue aux gaz à effet de serre, etc. Mais aussi, bien, vous mangez des protéines maigres, full fibres. On vient de solutionner beaucoup de problèmes en même temps. Donc, des potées de... Il y a une petite lentille noire, si vous avez la chance de la trouver, sur les tablettes. Vous savez que le Canada, on est le plus grand pays producteur de lentilles au monde. Hein? On est les champions dans l'Ouest canadien. L'Inde nous achète nos lentilles, mais on est les plus grands producteurs au monde de lentilles. Donc, il y a la petite lentille, il y a la lentille brune, il y a la lentille verte qu'on appelle aussi la lentille du Puy, parce que dans la région du Puy en France, c'est une appellation, c'est une toute petite légumineuse qui ne nécessite pas d'être pré-trempée. Donc, c'est pour ça qu'on aime les lentilles, parce que ça cuit comme vous faites cuire des patates ou du riz. Et il y a une petite lentille noire qu'on appelle la lentille beluga. C'est étonnant parce que, tu sais, le beluga, c'est quand même une baleine. Puis ça, c'est la plus petite des lentilles. Mais c'est pas pour faire référence à la baleine, c'est pour faire référence au caviar, beluga. C'est tout petit, c'est noir, ça ressemble à des petits grains de caviar pour une fraction du prix, croyez-moi. Et donc, vous pouvez juste faire sauter ça. Puis bon, là-dedans, je n'ai mis des petits lardons. Parce que le petit goût fumé, j'aimais ça, mais on n'en a pas mis beaucoup, puis ça parfume beaucoup le plat. Ça, c'est des boîtes de pois chiches qu'on achète en ce moment, qui viennent du Canada, et je ne savais même pas qu'on avait des pois chiches verts. Tu sais, les pois chiches, on les voit toujours dans l'houmous ou beige, mais on a des pois chiches de couleur. Ça se vend dans les supermarchés, là, 3 couleurs de pois chiches. C'est appétissant. Bon, je ne vous les passerai pas tous, là, mais ici, en Asie, on mange une espèce de tofu soyeux au déjeuner avec une sauce super épicée. Mais c'est donc, le tofu aussi est une belle façon de manger des légumineuses. Cuisiner plus souvent. Hein, c'est un des messages de l'eau, c'est aussi un des messages que je fais. Des fois, c'est pas toujours évident, des fois, c'est le fun. Je vais vous donner des trucs. C'est le fun aussi. Ça, c'est mes enfants qui m'ont mis dehors de la cuisine à l'automne dernier, parce que mon fils est arrivé avec un sac de basilic, puis il a dit, papa, maman, ça vous tente d'aller manger au restaurant? Et puis nous, on fait du pesto. Alors, ils se sont mis à faire du pesto. Regardez, je veux dire, ces enfants-là, quand même, ils ont du fun. Hein? Et ici, merci publiquement à ma maman qui m'a appris à cuisiner. Et puis mon neveu qui apprend à jouer à la cuisine. Mais tout ça pour dire que ça commence tôt. Et donc d'amener nos enfants avec nous à l'épicerie, au marché, dans les champs, cueillir leurs citrouilles, qui voient d'où viennent les aliments, tout le travail qu'il y a derrière, la reconnaissance qu'on peut avoir et d'être nourri et d'avoir la chance de manger à notre faim. Quand on cuisine, ça aide beaucoup les enfants, ça les incite beaucoup à être moins craintifs. Il y a un âge où on appelle ça la néophobie alimentaire, donc ils ont une crainte là, de ce qui est nouveau. Et quand on si vous faites, par exemple, ils ne mangent pas de tomates, mais vous faites pousser des petites tomates cerises sur votre balcon, ben ça a l'air des petits bonbons quand ils vont les cueillir. Et là, tout à coup, quelque chose qui les rebute, là, ils sont peut-être plus enclins à goûter. C'est bon aussi pour la santé et pour le portefeuille. C'est rassembleur. Donc, avec Ricardo, quand on ne fait pas des émissions, dans son jardin, on cuisine ensemble en famille. Avec mon amie Cécile ici, qui a 87 ans, elle nous a appris à faire une recette typique du temps des fêtes. On a fait une corvée de tomates avec des amis. J'ai mis mon fils et mon mari sur la job d'équeuter les fraises pour les confitures. Et moi, je pratique vraiment beaucoup d'échangisme culinaire, parce que avec mes voisins. Alors, je faisais ça avec ma voisine et je vous incite à vous mettre aussi à cette pratique très intéressante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est mariée avec un Asiatique, puis elle m'a dit, Hélène, je t'apporte un riz aux 7 trésors. Tu trouves ça dans aucun restaurant vietnamien à Montréal. Bien, parfait, merci. Alors, elle m'apporte ça, on se régale. Je lave la casserole, puis je me dis, c'est bien bête de ramener ça vide. Alors là, j'ai fait, je ne sais pas, une minestrone. Et donc, ça a duré 21 ans. Et on s'était même fait un petit sentier de roches à travers nos 2 maisons, parce qu'en hiver, on partait avec nos chaudrons, puis on allait... Tu sais, quand vous faites une recette de muffins, puis que ça vous en donne 18, vous êtes 2 à la maison, ou 3, ou 4, tu sais, puis que votre congélateur est déjà plein de pain aux bananes et de l'autre recette de muffins, bien, c'est le fun d'avoir un cousin, une tante, un frère, une sœur, et de partager ça, puis de faire des corvées. J'accélère en vous disant que manger en famille, c'est scientifiquement prouvé que c'est bon pour la santé. Dans une grosse étude ici dans Pediatrics, 182 000 enfants de 2 à 17 ans, on s'est rendu compte que dans les familles où on mangeait 5 repas
en famille par semaine, 5 sur 21 repas, quand on est chanceux dans la vie, hein, on mange 21 repas, bien, on a 24 plus de repas équilibrés. Dans ces familles-là, il y a moins de malbouffe, il y a moins de troubles alimentaires. Il y a moins de troubles alimentaires. Parce qu'on s'intéresse, on se parle, on prend le temps de se parler, comment ça a été ta journée, etc. Il y a moins de problèmes nutritionnels, de déficience, d'anémie, de toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment prouvé aussi. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de manger parfaitement 100% du temps. D'ailleurs, si c'était ça, c'est aussi une autre maladie qui s'appelle l'orthorexie, là, de toujours être parfait. Moi, je trouve que quand on était à l'école et on avait 80% dans notre bulletin ou dans notre examen, on était content. C'est très bien. Moi, j'applique cette règle-là. Vous n'avez pas besoin de manger parfaitement tout le temps. L'idée, c'est que bien manger, c'est sur du long terme. C'est pas juste une journée. Puis ça m'arrive des journées comme quand je donne des conférences pour la Fondation Hello, où peut-être cette journée-là, j'ai peut-être pas dîné. Et puis, et donc, l'idée, c'est pas très grave, mais il faut reconnaître ses bons coups, puis il faut s'améliorer petit à petit. Donc, je termine avec ça. C'est assez simple quand même, manger sainement quand on va à l'essentiel. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous faites de bien déjà. Qu'est-ce que vous faites déjà de bien pour manger sainement? Je veux entendre des exemples. Qu'est-ce que vous faites chez vous, que vous dites ça quand je fais ça? Là, il me semble que c'est bon pour ma santé. Elle fait ses muffins à la maison. Merveilleux. Puis en plus, vous contrôlez la grosseur de la portion parce que les muffins gâteaux qu'on nous vend, là, que j'appelle, c'est plus proche d'un gâteau que d'un muffin. Alors, bravo. D'autres idées? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Bon, faire un bouillon de poulet maison, merci. Wow, ça c'est une base merveilleuse. On en regarde dans le congélateur. On peut faire un risotto, on peut faire plein de choses, c'est merveilleux. Ça sent tellement bon dans la maison. Exactement, ça sent bon, donc on se sent bien. D'autres choses que vous faites pour votre santé, pour bien manger? Écoutez, il y a plein d'exemples. Oui? Oh mon Dieu, planifier. 44% des parents ne savent pas à 5 heures ce qu'ils vont manger pour souper. Et ça, c'est pas un drame, mais c'est tentant d'aller arrêter au faire livrer ou de prendre quelque chose de dernière minute qui est peut-être moins santé parce qu'on n'a pas planifié. Exact. Donc, il y a déjà plein de choses que vous faites. Alors, déjeuner le matin, manger plus, s'apporter un fruit en collation, etc. C'est toutes des choses que vous faites déjà. Donc, juste pour vous rappeler que qu'est-ce qu'on retient pour ne pas se casser la tête? On veut varier nos menus. On veut manger local en saison. On veut manger des aliments de base le plus souvent possible ou aller vers des beaux produits transformés sur nos étalages. Se méfier des aliments qui peuvent être tentants mais qui sont moins intéressants. D'être réaliste sans être parfait. On veut s'inspirer de cette assiette santé du nouveau guide pour construire nos assiettes aussi. Et juste pour résumer 3 petites phrases, ça c'est le livre que j'aurais voulu écrire. Michael Pollan, c'est le journaliste du New York Times qui a écrit le livre que j'aurais rêvé d'écrire, entre autres. Mais dans son livre, il y a vraiment comme 8 mots pour décrire 7 mots. C'est quoi bien manger? C'est eat food, donc manger des vrais aliments, hein, des aliments, pas des mutants, pas des... Bon, en quantité raisonnable, avec des portions raisonnables. Et donc, écoutez, là, il y a toute une autre section de ma conférence, vous me réinviterez, parce que j'ai fait juste un petit résumé. Mais donc, la question de comment on fait pour savoir si on a faim, si on n'a plus faim, etc. Donc, en quantité raisonnable. Et mostly plants. Ça ne vous oblige pas à être végétarien, mais ça dit il faut manger plein de végétaux parce que la nature est généreuse pour nous, elle nous nourrit déjà bien. Alors, de manger des noix plutôt que de manger des chips, même si on aime le crunch, mais il y a le crunch aussi dans les noix, les amandes, plein de produits alors, que la nature nous offre. Donc, avec tout ça, je pense que vous allez avoir peut-être quelques outils et que vous faites déjà plein de choses de bien. Alors, merci pour votre écoute. Et je suis sur les réseaux sociaux. Si vous me cherchez, c'est Hélène Laurando, nutritionniste. Et je suis sur Twitter, Instagram, etc. Mille merci de m'avoir écouté tout ce temps-là avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Merci. Merci. Merci infiniment. Est-ce que,
je pense qu'il n'y a pas de questions, mais moi, j'en avais une petite. Vas-y. Juste une petite question, je sais presque fini. Juste une petite question qui m'a été proposée ici, mais que je trouve très intéressante. Je vois des petites bédaines, je vois des petits bébés aussi, ça peut être intéressant pour vous. La Fondation Holo met de l'avant, évidemment, une assiette qui est équilibrée, mais un peu différente pour les femmes enceintes et pour les bébés, avec des proportions suivantes. Un tiers de légumes, un tiers d'aliments protéinés, puis un tiers de produits céréaliers. Est-ce qu'on va dans ce sens-là, dans ce que vous nous disiez? Holo est sur la bonne voie, c'est sûr. Santé Canada, avec cette proposition-là, ils sont en train de travailler sur des modèles pour des publics cibles. Donc, dans les prochains mois, dans la prochaine année, si vous voulez, un autre commentaire que je leur ai fait, vous auriez pu toutes sortir en même temps. Ça aurait évité des très bonnes questions comme celle-ci, parce qu'on a tous besoin d'être rassurés. Tu sais, il n'y a personne, il n'y a pas un parent qui se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais mal nourrir mes enfants. » Hein? On veut tous bien faire, puis on veut bien se nourrir aussi. Santé Canada est en train de modéliser, puis je vous dis ça, là, mais je ne travaille pas du tout pour Santé Canada, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. 400 modèles de façon de se nourrir si on est enceinte, si on allaite, si on a des jeunes enfants à la maison, si on est une personne âgée. Il y a des gens qui ont dit, est-ce que les personnes âgées vont avoir de quoi les satisfaire et les nourrir parce que en vieillissant, on a aussi besoin de protéines. Donc, mais il y a aussi beaucoup de concepts comme quoi les protéines, il y a des mythes aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu manges des haricots, tu es moins bien nourri que si tu manges de la viande. C'est pas vrai. Donc, il y a de l'éducation à faire. Il faut rassurer les gens. Je pense aussi que la question du un tiers, c'est très facile à comprendre parce que la question, vous savez, la littératie en santé, les gens qui ont les connaissances, sont allés à l'école ou même qui parlent la langue, parce qu'il y a des immigrants qui arrivent ici à l'épicerie, sont intelligents, sont éduqués, mais ils ne parlent pas français ni anglais. Alors, comprendre des étiquettes, c'est très difficile pour eux. Alors, l'idée de un tiers, vous savez, les fractions, c'est pas toujours évident, ça prend des connaissances puis des notions de mathématiques. Quand on fait un tiers, je vous dis, si toute l'humanité se nourrissait comme ça, on se porterait collectivement beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir à ce niveau-là. Merci. Vous faites un bon travail. Infiniment, Hélène. Merci. Ça fait plaisir. D'abord, c'est très enrichissant, très inspirant et alléchant aussi. Merci infiniment, vraiment. Wow. C'est maintenant tout. C'est ce qui clôt notre 3e rendez-vous Holo. Merci évidemment à Ricardo et à Béatrice, mais à l'Espace Ricardo de nous avoir accueillis. Merci à nos partenaires, donc Ricardo, AgroPure pour les délicieux fromages, Marc Anthony pour le wine, le vin, qui nous a fait bien sentir que l'été était arrivé puis qui a aidé le réseautage. Merci à tous. Une excellente soirée puis à une prochaine fois. Merci.